En décembre 2014, la NASA a envoyé pour la première fois du matériel dans l'espace sans lancer de fusée. Pas de cargo, pas de capsule, pas de parachute. Un astronaute à bord de l'ISS avait besoin d'une clé à cliquet et la NASA la lui a envoyée par email. Un fichier est monté de la Terre vers l'espace. Une petite imprimante a bourdonné pendant quelques heures et, à la fin, Barry Wilmore tenait dans sa main un outil qui n'avait jamais vu de rampe de lancement. Cela ressemble à une jolie anecdote. En réalité, c'est le début d'une révolution qui est en train de bouleverser complètement le secteur spatial. La même idée de base permet aujourd'hui d'imprimer des moteurs de fusée qui sont prêts plus rapidement qu'une usine classique ne pourrait même commander les outils. Elle imprime des tissus humains en apesanteur car cela fonctionne mieux là-bas que sur Terre. Et un jour, elle devrait construire des maisons sur la Lune à partir de poussière et de lumière du Soleil. Comment tout cela est lié ? Pourquoi tout ne doit pas forcément être imprimé ? Et quelles imprimantes une base martienne doit vraiment emporter ? C'est ce que nous allons clarifier maintenant. Je m'appelle Sirwan et voici Chronique de Mars. Avant de commencer, un mot personnel. Dans cette vidéo, il sera notamment question de SpaceX et de Rocket Lab. Au moment de la publication, je détiens moi-même une position dans l'action SpaceX et dans l'action Rocket Lab. Et je ne donne explicitement aucune recommandation d'achat ou de vente. Cette vidéo est une analyse journalistique, pas un conseil en investissement. Alors, passons maintenant aux machines. Chapitre 1. Sculpteur contre pâtissier. Pour comprendre pourquoi l'impression 3D a autant bouleversé l'aérospatiale, nous devons d'abord clarifier brièvement ce qui se passe réellement. Le terme technique est fabrication additive et le mot additive est la clé. Une pièce est construite couche par couche. On ajoute du matériau jusqu'à ce que la pièce soit terminée. L'opposé est la fabrication soustractive, et son représentant le plus important est la fraiseuse CNC. CNC signifie commande numérique par ordinateur. Commande numérique par ordinateur, c'est-à-dire une machine-outil contrôlée par ordinateur. Elle fonctionne comme un sculpteur. On prend un bloc de métal massif et on enlève tout ce qui ne ressemble pas à une pièce. La fabrication additive, en revanche, fonctionne comme un pâtissier qui construit un gâteau couche par couche. La différence semble académique, mais elle est économiquement brutale. Lors du fraisage, la majeure partie du matériau coûteux finit souvent en copeaux dans le conteneur. Dans l'aéronautique et l'aérospatiale, il existe même un indicateur spécifique pour cela, le ratio buy to fly. Elle indique combien de matières premières il faut acheter pour obtenir 1 kg de pièces destinées au vol. Pour les pièces en titane fabriquées de manière classique, le rapport est parfois absurdement mauvais. Lors de l'impression, presque tout le matériau est déposé uniquement là où il est nécessaire. Et le deuxième point est encore plus important. Une imprimante peut créer des géométries qu'une fraiseuse ne peut physiquement pas atteindre. Des canaux de refroidissement internes qui serpentent à travers la paroi d'une chambre de combustion, des structures en treillis qui sont creuses à l'intérieur et qui restent pourtant porteuses. C'est pour cela qu'il existe la discipline de la conception pour la fabrication additive, ou DFAM en abrégé, c'est-à-dire la conception spécialement pour l'impression. Cela inclut l'optimisation topologique, où un algorithme ne laisse du matériau que là où les forces s'exercent. Les résultats ressemblent à des os ou à des coraux, et c'est justement le but. La nature construit de façon additive depuis des millions d'années. Nous avons simplement mis beaucoup de temps à nous y mettre. Mais il y a une chose importante à retenir pour plus tard. L'usinage à commande numérique n'est pas mort. Presque chaque pièce métallique imprimée est encore fraisée, poncée et retravaillée après l'impression, parce que les surfaces imprimées sont rugueuses. Les deux procédés ne sont donc pas des ennemis, ils doivent plutôt être considérés comme une équipe. Chapitre 2. La boîte à outils. De l'atelier de bricolage au faisceau d'électrons. Parlons des procédés eux-mêmes, car l'impression 3D n'est pas une seule méthode, mais toute une famille. À la base, il y a ce que beaucoup d'entre vous ont à la maison, comme mon imprimante de Prusa ici dans le studio, la FDM, c'est-à-dire FFF, c'est-à-dire la modélisation par dépôt de fil fondu ou la fabrication par filament fondu. Un fil plastique est fondu et déposé à travers une buse, couche par couche.
C'est exactement ce type d'imprimante qui a imprimé la clé à cliquet sur l'ISS en 2014. Simple, robuste, parfaite pour les supports, les couvercles et les outils. Ensuite, il y a la famille des procédés à résine, la stéréolithographie, ou SLA en abrégé. C'était le tout premier procédé d'impression 3D commercial et il durcit précisément la résine liquide à l'aide d'un faisceau laser. Aujourd'hui, la majorité est constituée de systèmes de projection qui exposent une couche entière en une seule fois. Soit à l'aide d'un projecteur DLP avec des millions de minuscules micro-miroirs, soit à l'aide d'un masque LCD similaire à l'écran d'un smartphone. Les deux offrent énormément de détails fins et sont nettement plus rapides car il n'est plus nécessaire de dessiner point par point. Et il existe une famille de procédés à base de poudre, et c'est là que cela devient vraiment intéressant pour l'aérospatiale. Lors du frittage sélectif par laser, ou SLS, un laser agglomère de la poudre plastique. Mais la classe supérieure, c'est la fusion par faisceau laser sur lit de poudre. Selon la norme ISO actuelle, cela s'appelle PBF, PBFLB. Cela signifie fusion sur lit de poudre avec faisceau laser. Pendant longtemps, on l'a aussi abrégé en LPBF et c'est connu sous les noms de marques SLM ou DMLS. Une fine couche de poudre métallique est étalée. Un laser soude précisément le contour de la pièce. Ensuite, une nouvelle couche de poudre est ajoutée. Et ainsi de suite, des milliers de fois. À la fin, on extrait littéralement la pièce finie du lit de poudre. L'équivalent direct est la fusion par faisceau d'électrons. Selon la norme ISO, PBF, PBFEB, ici au lieu d'un laser, c'est un faisceau d'électrons dans le vide qui fait fondre la poudre. Cela convient particulièrement bien au superalliage résistant et au titane. Je dois m'arrêter un instant ici pour que nous prenions conscience de ce dont nous parlons réellement. Il y a 100 ans, beaucoup de choses dont nous discutons ici auraient facilement été considérées comme de la magie. Faire fondre du métal, créer n'importe quelle forme en très peu de temps à partir de différents matériaux. Et ça va devenir encore plus fou, hein. Parfois, il est vraiment difficile de réaliser à quelle époque nous vivons. Pour les structures vraiment grandes, il existe aussi le dépôt de matière sous énergie dirigée, ou DED en abrégé, et la variante bien connue, la fabrication additive à l'arc avec fil, ou WAM en abrégé. Là, en principe, un bras robotisé soude avec du fil et un arc électrique. Il construit des réservoirs entiers et des structures, sur plusieurs mètres. Et enfin, la projection de liant, où une colle liquide transforme d'abord la poudre en une pièce verte poreuse, qui est ensuite fritée au four. Donc on chauffe suffisamment pour que les grains se lient solidement sans fondre complètement. Gardez cette carte en tête. Parce qu'une base lunaire ou martienne utilisera plus tard au moins un appareil de chacune de ces familles. Les plastiques pour le quotidien, laser et poudre pour les pièces de rechange en métal, et les très grands procédés pour les structures, mais procédons dans l'ordre. Et cela ne se limite plus au métal et au plastique. Désormais, il est même possible de fabriquer de la céramique technique de manière additive. Il s'agit donc précisément de ce matériau extrêmement dur et résistant à la chaleur dont on a besoin pour les turbines, les boucliers thermiques ou les capteurs. Cela se fait généralement par les mêmes procédés à base de résine que ceux que je viens de décrire, par stéréolithographie ou DLP, sauf que de la fine poudre de céramique est mélangée à la résine liquide. Après l'impression, la structure en plastique est brûlée et la céramique restante est fritée. C'est particulièrement intéressant pour l'aérospatiale car cela permet de former des pièces céramiques complexes qui seraient presque impossibles à fabriquer de manière conventionnelle. Chapitre 3. Moteur issu de l'imprimante, l'endroit où l'impression en 3 dimensions a d'abord vraiment transformé le secteur spatial, c'est l'endroit le plus chaud et le plus complexe de chaque fusée. Le moteur. Une chambre de combustion classique avec refroidissement régénératif est un cauchemar de fabrication. Des centaines de fins canaux de refroidissement, usinés, brasés, soudés. Chaque connexion est un point faible potentiel. Des délais de livraison de plusieurs mois. Et puis, l'idée est venue d'imprimer simplement cette pièce en une seule fois, avec les canaux de refroidissement déjà intégrés. Si on veut être tout à fait précis, il faut ajouter que l'impression 3D avec du métal n'est en réalité rien d'autre que de la soudure. SpaceX a montré en 2014 que ce n'est pas un simple gadget de laboratoire.
La chambre de combustion du moteur Super Draco pour la Crew Dragon a été imprimée par procédé de fusion laser sur lit de poudre à partir de l'alliage de nickel Inconel. Un moteur dont des vies humaines dépendent en cas d'urgence. Sortie de l'imprimante. C'était une déclaration forte. La prochaine étape a été franchie par Rocket Lab. Le moteur Rutherford de l'Electron a été le premier moteur dont les principaux composants porteurs ont été imprimés et qui a réussi à atteindre l'orbite. Il a volé pour la première fois en 2017 et a atteint l'orbite début 2018. Chambre de combustion, injecteur, pompe, corps de valve, tout est imprimé en 3D. Et l'entreprise annonce des temps d'impression de l'ordre d'une journée par ensemble de moteurs. À titre de comparaison, la fabrication classique de moteurs se compte en mois. C'est précisément pour cette raison que Rocket Lab peut produire des moteurs en série comme d'autres fabriquent des baskets. Et puis il y a eu la tentative la plus radicale. Relativity Space voulait imprimer directement toute la fusée et a construit pour cela, avec Stargate, certaines des plus grandes imprimantes métalliques du monde. Selon l'entreprise, la Terran 1 était composée à environ 85% de sa masse de pièces imprimées. En mars 2023, elle a volé, a survécu au max Q, c'est-à-dire au point de la plus forte contrainte aérodynamique, et a ainsi prouvé qu'une structure majoritairement imprimée peut supporter le stress du lancement. Elle n'a pas atteint l'orbite en raison d'un problème avec l'étage supérieur et Relativity a ensuite changé de stratégie. La successeur, Terran R, sera construite de manière beaucoup plus conventionnelle. L'impression ne sera utilisée que là où cela a vraiment du sens. C'est pas un échec de la technologie, c'est sa maturation. Même les acteurs établis s'y sont déjà mis depuis longtemps. La NASA imprime des chambres de combustion en alliage de cuivre GR-COP42 et a testé, dans le cadre du projet Ramfire, des tuyères imprimées en alliage d'aluminium spécial. Et en Europe, le Vulcan 2.1 de l'Ariane 6 contient une tête de générateur de gaz imprimée, tandis que le moteur du futur Prometheus est conçu dès le départ autour de l'impression 3D. Chapitre 4. L'usine en apesanteur. Revenons à notre cliquet du début. L'imprimante qu'il a fabriquée venait de l'entreprise Made in Space, qui fait aujourd'hui partie de Redwire, et a été envoyée à l'ISS en septembre 2014. L'idée derrière cela s'appelle la fabrication dans l'espace, donc la production directement dans l'espace. L'idée est séduisante, chaque kilogramme de pièces de rechange qu'on n'a pas besoin d'emporter, c'est 1 kilogramme de plus pour la charge utile, du carburant ou des provisions. Au lieu d'emporter un stock plein de pièces, on prend des matières premières et des fichiers. Un outil se casse, on en imprime un nouveau. Pour une mission sur Mars, où la prochaine livraison de pièces de rechange est à des années de distance, c'est une question de survie. Et la pesanteur n'est pas seulement un obstacle, c'est aussi un outil. C'est ce que montre la machine la plus futuriste actuellement en fonctionnement dans l'espace. La Biofabrication Facility de Redwire sur l'ISS, appelée en abrégé BFF. C'est une bio-imprimante 3D qui imprime avec des cellules vivantes. Sur Terre, la bioimpression est en effet une lutte contre la gravité. Un tissu mou, fraîchement imprimé, s'affaisse sous son propre poids, comme un pudding trop chaud. C'est pourquoi il faut le remplir de structures de soutien. En apesanteur, ce problème disparaît tout simplement. En 2023, la BFF a imprimé un ménisque humain, c'est-à-dire le cartilage de l'articulation du genou. Et depuis, elle travaille sur des échantillons de tissu cardiaque. La vision à long terme derrière cela, ce sont des organes transplantables imprimés en orbite. C'est encore loin, bien sûr, mais cela montre que l'espace n'est pas seulement un endroit où l'on doit imprimer, mais un endroit où certaines choses ne peuvent être imprimées que là-bas. À cela s'ajoutent des concepts pour l'impression de grandes structures directement dans le vide. Donc des mâts, des antennes et des structures porteuses qui n'auraient jamais besoin de rentrer dans une coiffe de fusée, car elles ne sont jamais lancées pliées. Petit arrêt au stand avant de partir pour la Lune. Si vous aimez cet épisode jusqu'ici, donnez un coup de pouce à la vidéo maintenant. C'est un simple clic pour vous, mais cela aide énormément la chaîne, car l'algorithme montrera alors la vidéo à beaucoup plus de monde. Et ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent jeter un œil aux adhésions à la chaîne. Merci à vous, et on continue avec la poussière. Chapitre 5. Des maisons faites de poussière lunaire. Passons maintenant au grand final de la technologie, la construction sur d'autres mondes. Le mot magique, c'est ISRU, c'est-à-dire l'utilisation des ressources in situ, donc l'utilisation des ressources sur place. Car une chose est sûre,
personne n'enverra des briques sur la Lune. Avec des coûts de transport qui, même en étant optimistes, s'élèvent à plusieurs milliers d'euros par kilogramme, il serait économiquement insensé d'apporter des matériaux de construction depuis la Terre. Mais le matériau de construction est déjà là, partout. Le régolithe, cette fine poussière aux bords tranchants qui recouvre la Lune et Mars. Les concepts reposent essentiellement sur d'énormes imprimantes 3D. L'ESA et le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, ou DLR, ont démontré qu'on peut friter du simulant de régolithe en briques solides à l'aide de la lumière solaire concentrée, c'est-à-dire le cuire sans le faire fondre complètement. D'autres approches utilisent des lasers ou des micro-ondes. La NASA fait avancer cela dans le cadre du programme M-Impact. Cela signifie Moon to Mars Planetary Autonomous Construction Technology. Et le partenaire industriel le plus important là-bas est l'entreprise texane Icon. Elle imprime déjà sur Terre des maisons entières en béton et a imprimé pour la NASA l'habitat Mars Dune Alpha. Il s'agit d'une structure d'environ 160 mètres carrés, une station martienne analogique entièrement imprimée en 3D au Johnson Space Center où, depuis 2023, dans le cadre des missions JAPIA, des équipages simulent une mission sur Mars pendant 1 an chacun. Des gens vivent donc déjà aujourd'hui dans des habitats martiens imprimés, mais seulement à Houston et pas encore sur Mars. Et voici le point de notre briefing que je trouve absolument pertinent. Une base lunaire ou martienne n'aura pas une seule imprimante 3D. Elle en emmènera toute une meute. Dehors, l'imprimante de construction qui, à partir de régolithes frités, construit des aires d'atterrissage, des murs de protection contre les radiations et des enveloppes d'habitat. Idéalement de façon autonome et même avant l'arrivée de l'équipage. À l'intérieur, l'imprimante métallique à lit de poudre, qui fabrique à partir de poudre métallique apportée ou un jour produite sur place, des pièces de rechange pour les pompes des rovers et pour le système de survie. À côté, l'imprimante plastique pour le quotidien, qui dans l'idéal transforme des matériaux d'emballage recyclés en filaments et fabrique ainsi des clips, des supports de joints et des outils. Et dans le laboratoire, peut-être un jour, une bio-imprimante pour les tissus et les urgences médicales. La base sera moins un bâtiment qu'un atelier capable de se réparer lui-même. C'est précisément cela, le véritable changement de paradigme. Ne pas emporter des objets, mais des compétences. Chapitre 6. Évaluation honnête. Pour finir, l'évaluation honnête, et les sceptiques ont ici quelques arguments tout à fait légitimes. Premièrement, l'assurance qualité. Les pièces métalliques imprimées peuvent contenir des pores et des défauts qu'on ne voit pas de l'extérieur. C'est pourquoi chaque pièce imprimée critique pour le vol est soumise à une série de tests non destructifs. Par exemple, par tomographie assistée par ordinateur et par des traitements ultérieurs comme le pressage isostatique à chaud qui ferme les pores sous l'effet de la chaleur et de la pression. Cela coûte du temps et de l'argent et cela relativise considérablement la vision de la pièce fabriquée sur simple pression d'un bouton. Deuxièmement, la certification. L'aéronautique et l'aérospatiale reposent sur des processus reproductibles et une imprimante avec un laser légèrement usé ou un nouveau lot de poudre constitue, à proprement parler, un nouveau processus. Troisièmement, le cas de Relativity a montré qu'imprimer, pour le simple fait d'imprimer, n'est pas un modèle économique. Un simple segment de réservoir en tôle laminée est parfois tout simplement meilleur et moins cher que la même pièce sortie d'imprimante. La réponse objective à tout cela, cependant, est que ces problèmes de jeunesse sont justement en train d'être résolus. Avec la surveillance des processus en temps réel, des poudres standardisées et des bases de données de vol en expansion, le bilan parle de lui-même. Rutherford vole de manière fiable en production de série depuis des années, en série. Super Raco est certifié pour le vol habité et l'Ariane 6 vole également avec des pièces imprimées. Mon avis honnête, je pense que l'impression 3D est pour le spatial ce que l'imprimerie a été pour la connaissance, c'est-à-dire une autre logique de diffusion. La valeur ne réside pas dans le fait qu'une pièce imprimée soit moins chère, mais dans le fait qu'un fichier peut devenir du matériel partout où il y a une imprimante, même sur Mars. Et je suppose que le premier véritable atelier martien aura l'air plus ennuyeux que n'importe quel rendu, mais il fonctionnera. C'est de la spéculation, mais une spéculation que j'assume. Et avant de conclure, un grand merci à Georg Schöpf, le rédacteur en chef du magazine Additive Fertigung de l'éditeur X-Technique, pour son aide avec ce script. Merci d'avoir regardé. Per Aspera ad Astra.